Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après la traversée du désert de 2 semaines sans actualité au PSG. Parfois on enchaînait des 4-5 jours sans un seul mot dans les médias sur le club, mais depuis ce week-end, on est de retour comme en 40. Visiblement au club, on était en vacances et c'est bien mérité, mais là, Luis Campos est de retour au charbon, Nasser aussi, parce que c'est lui qui reprend un peu certains dossiers comme avec Bournemouth sur Zabarni et aussi Lille avec Olivier Létang sur Lucas Chevalier, bien sûr, qui est le sujet de cette vidéo surprise. Moi, j'étais en vacances, j'étais tranquille. Je me disais, bon, il y a bien un moment où il y aura de l'actualité et où je devrais rallumer la caméra. Mais je pensais que ce serait au moment où on aurait bouclé notre défenseur, Zabarni par exemple, à un moment où on aurait vendu des indésirables. Mais non, là, on vend un titulaire, un pilier, un grand artisan de notre sacre européen qui est évidemment Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par Lucas Chevalier. C'est évidemment très surprenant et bien sûr, on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Alors installez-vous, c'est parti, ça fait quand même très plaisir de reparler PSG et reparler Mercato. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, en intro, j'ai dit que c'était très surprenant d'avoir ce genre d'actualité au début de notre mercato, parce qu'il ne fait que commencer. Les grands clubs européens font que de se renforcer depuis un mois. Nous, on commence tout juste. Et la première chose qu'on fait, c'est se débarrasser d'un titulaire en puissance pour le remplacer par un joueur plus jeune, avec peut-être de meilleures perspectives de progression, plus complet, je pense, mais à l'instant T, inférieur à Donnarumma. Et c'est pas faire offense à Lucas Chevalier que dire ça, parce qu'avec Didio, on parle déjà d'un joueur qui est installé dans le vestiaire, consensuel, apprécié, sur le terrain, grand artisan de notre parcours en Ligue des Champions, et qui sera trophée Yachine à la fin de la saison, à la fin de l'année civile en fait. Donc, c'est vrai que ça peut paraître très surprenant. De l'autre côté, ça fait des mois qu'on est associé à Lucas Chevalier dans les médias en réalité. Ça fait des mois qu'on nous dit que le PSG est intéressé, que du côté de Donnarumma, ça traîne. Alors d'un côté, on est habitué à voir des prolongations traînées. Celle de Marquinhos a pris plus d'1 an à être ficelée. Celle d'Hakimi, pareil. Celle de Vitinha, pareil. Bon, celle de Nuno, c'est un peu différent parce que c'est vrai que elle, on l'a vraiment bouclée assez rapidement. Rappelez-vous, au mois de décembre, il y a un peu le coup de pression avec Manchester United qui s'y intéresse. Et au final, on boucle, c'était novembre, et on boucle les prolongues en décembre, ou alors décembre, janvier. Bref, en un peu plus d'1 mois, on boucle la prolongue de Nuno. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, qui est que une prolongation, en général, c'est très long à négocier parce que tu as des histoires de bonus, des histoires d'argent à négocier avec les agents. Donc, ça prend du temps. Là, en plus, avec Donnarumma, on sait qu'on a un joueur qui aime l'argent, qui va aller jusqu'au dernier centime, un agent qui le soutient dans cette démarche, puisque c'est Enzo Raiola, le neveu de Mino, qui est à la manette, qui parle aussi beaucoup dans les médias. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu parler, faire des déclarations. Peut-être que ça n'a pas plu au club, peut-être que ça n'a fait que ralentir les négociations et refroidir aussi du côté du PSG. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est très surprenant si on tire le trait et qu'on dit le PSG fait partir un titulaire pour le remplacer par Lucas Chevalier. De l'autre, finalement, ça fait des mois que tout ça a été écrit dans les médias. Et bon, il y a des choses qui rendent cette histoire finalement un peu logique. Et on va essayer de les développer dans cette vidéo, essayer d'aller au-delà que les histoires d'argent dont on parle dans les médias, parce que personnellement, j'y crois quand même très peu. Bon, déjà, l'actualité, c'est pas tant Donnarumma, parce que Didio est venu après Lucas Chevalier. Et il y a une ultime réunion la semaine prochaine avec le club concernant Donnarumma. L'actualité, c'est Lucas Chevalier est d'accord avec le PSG. Comme d'habitude,
mode opératoire classique de Luis Campos, on se met d'accord avec le joueur. Ensuite, on va discuter avec le club, le LOSC, alors visiblement qui demande 40 millions, alors qu'il y a 2 semaines, on disait que Olivier Létang attendait 70, 60 millions. Au final, 40. Je trouve que c'est assez peu. Enfin, c'est 2 Safonov. C'est quand même pas mal. City, ils ont par exemple balancé 30 millions sur Triford, qui je pense est quand même inférieur à Lucas Chevalier, qui est grosso modo enfin, le plus grand espoir aujourd'hui à ce poste sur la planète foot. Je pense qu'on sera un peu d'accord là-dessus. On a fait une première offre qui est un peu inférieure à ces 40 patates, refusée logiquement par le LOSC, mais on devrait tomber rapidement d'accord avec eux. C'est Nasser qui mène les négociations avec Olivier Létang. Et en fait, sur les histoires d'argent, de l'autre côté, ça fait des mois qu'on nous dit que le PSG, d'un côté, ne veut pas augmenter Donnarumma. Donnarumma n'accepte pas la nouvelle politique du club qui est de fixer une base fixe et une base variable très importante. C'est la philosophie de Luis Campos, qui n'a pas trop plu à des Marco Verratti par exemple, qui a fait que ça a un peu traîné avec Marquinhos. Mais bon, avec Donnarumma, visiblement, c'est là que ça a un petit peu pêché. Et ce qu'on nous dit actuellement, c'est que le club ne veut pas de concurrence. Il y a RMC, Fabrice Hawkins hier qui ont dit machin, oui, ils pourraient être tous les deux et en concurrence, mais l'équipe a rapidement démenti par le biais de Loïc Tanzi, qui a eu l'exclusivité de cette histoire. C'est Tanzi qui, pour une fois, a eu l'exclu et a parlé le premier là-dessus. Et donc, ils nous disent que Donnarumma, si on recrute Chevalier, il sera invité à chercher un nouveau club. Et qu'on veut s'éviter un nouveau cas Mbappé. Alors ça me fait rire parce que je me dis, Donnarumma, il lui reste 1 an de contrat. Chevalier, en 2026, il lui restera qu'une seule année de contrat. C'est 2027 avec Lille, lui. Donc en fait, on pourrait garder Donnarumma 1 année, le faire partir libre et recruter Lucas Chevalier à un prix moindre. Disons, ça pourrait peut-être arranger tout le monde parce que là, grosso modo, on veut s'éviter un nouveau cas Mbappé. Mais si Donnarumma bloque son départ cet été, reste pour honorer sa dernière année de contrat, qu'est-ce qu'on fait? On le fout au loft? On repart au prud'homme comme avec Mbappé? Bon, pas ouf. Et puis l'histoire de la concurrence, bien sûr, on en parlera un peu plus tard. Sur les histoires de sous, évidemment, je pense que ça joue. Donnarumma demandait entre 12 et 15 millions parce que il a eu un salaire donné par Leonardo à un moment où il est arrivé libre du Milan AC, donc forcément complètement surpayé. Donc il touchait grosso modo 10-12 millions par an. Et là, on lui a proposé 7 fixes, 3 qui sont des variables en fonction du nombre de matchs joués, voilà, des accomplissements dans la saison et tout ça. Donc il y avait quand même une grosse différence entre les deux. Et je pense qu'en fait, c'est pas tant les millions qu'on veut s'économiser sur Donnarumma, mais surtout ceux qu'on va s'économiser en recrutant Chevalier. C'est-à-dire que on pourrait se dire, oui, le club chipote pour 2 ou 3 millions avec son gardien titulaire qui a quand même été top 3 des joueurs clutch sur ta Ligue des Champions. Mais si tu recrutes Chevalier, son salaire, en fait, c'est quoi, 4-5 millions, mais grand maximum. Grand maximum. Je pense qu'aujourd'hui, à Lille, il ne doit pas toucher grand-chose. Et du coup, ça le met vraiment dans la moyenne de tous les joueurs du 11 actuellement. Donc c'est vrai qu'on gagne plus là-dessus que sur les économies qu'on visait avec Donnarumma. J'en finis avec les histoires d'argent parce que pour moi, il y a un aspect tactique. Évidemment, il y a un aspect tactique qu'on va développer un peu plus tard parce que j'aimerais juste rester sur Donnarumma. Moi, bon, sur cette histoire, je vais vous expliquer pourquoi je comprends le club, pourquoi je comprends Luis Enrique, sans valider pour autant le move, je comprends. Et pour moi, c'est assez logique en fait. Mais ça me saoulerait qu'on renforce un grand club européen, en fait, qui est un concurrent, en leur donnant Donnarumma, qui est aujourd'hui quand même le meilleur gardien du monde. Je vais pas te mentir. Aujourd'hui, ça parle de Chelsea. Alors, Robert Sanchez était pas trop en odeur de sainteté là-bas, mais il a fait une bonne Coupe du Monde des clubs, une très très bonne finale contre nous, et au final, bon, on sait pas trop ce qu'il voudrait faire avec. Manchester City, moi ça me faisait très très peur qu'on le donne au City de Pep Guardiola, Donnarumma, parce que voilà, Ederson est vieillissant, d'ailleurs il est sur le départ, mais ils ont recruté Triford. Ils ont mis 30 millions sur lui. Donc, grosso modo, ça devrait tuer la piste. Manchester United, bon, eux ils sont partout, ils sont même sur Colomani machin. Bon, si on le vend à eux, on m'en foutrait un peu. Le Bayern, j'ai très peur du Bayern. J'ai très très peur du Bayern parce que Manuel Neuer n'est pas éternel. Ils vont chercher un remplaçant. S'ils voient cette opportunité de Gigio, ils sont cités parfois, pour l'instant pas trop, mais ça me fait un peu peur. L'Inter Milan, bon, tous les clubs italiens, grosso modo, j'y crois pas, parce qu'ils ont pas un rond. L'Inter, le Napoli, parce qu'on rappelle quand même que Gigio est un enfant du Napoli. C'est pas un Milanais.
il est napolitain. Et peut-être que ça pourrait être kiffant pour lui de retourner dans sa région natale, voilà, dans un club quand même avec Antonio Conte et tout ça, ça pourrait être stylé. Mais ils ont pas l'étal. On va pas se mentir. Galatasaray, alors visiblement c'est la piste la plus chaude, parce que eux, ils ont vendu des immobiliers pour 300 millions, donc ils se sont permis d'acheter Osimhen 75, c'est extraordinaire, et du coup ils visent Donnarumma au niveau du salaire, ils pourraient s'aligner, mais par contre ils proposeraient que 15 millions au PSG. Même si c'est pour un an de contrat, j'espère quand même que sur Didio, on fait 25 minimum. On parle quand même d'un gardien de 26 ans, qui est le meilleur de la saison qui vient de s'écouler, on va quand même se calmer. Et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, bon là, ce serait pour nous faire plaisir, quoi, parce qu'il pourrait mettre une grosse indemnité. Lui, il pourrait prendre son gros bifton. Ça m'étonnerait pas qu'il aille là-bas, mais pour l'instant, c'est pas très fiable, les infos qui le lient. Donc vraiment, pour rester sur Didio, si on veut le faire partir, j'espère quand même qu'on ne renforcera pas un concurrent sur la scène européenne. Passons aux aspects tactiques. Ce qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire que là, on est sur la phase finale de la prise de pouvoir de Luis Enrique. On est sur l'ultime étape, en fait, du PSG de Luis Enrique. En attaque, on voulait lui imposer un 9. On a recruté Kolo Muani, on a recruté Gonzalo Ramos. L'été dernier, Luis Campos a fait le forcing pour Osimhen pendant tout l'été. Au final, on gagne la Ligue des Champions avec un faux 9. Un rôle qu'il a lui-même inventé pour Ousmane Dembélé. Sur les ailes, il a voulu Barcola, il l'a eu. Il a voulu Kvaratskhelia, il l'a eu par notre patience. Il a voulu Doué, on l'a eu, pareil, par notre patience et notre surenchère par rapport au Bayern. Au milieu, il a installé Vitinha numéro 6. Il a eu le départ de Verratti. Fabien Ruiz, João Neves, il l'a eu. Au poste de latéraux, voilà, Nuno Mendes, Hakimi, on les a même prolongés. Il a donné son accord pour tout ça. Pacho, pareil. Bon, Marquinhos, il a prolongé. Et là, il a la main sur son remplaçant. Il manque plus qu'un poste, c'est celui de gardien. C'est celui de gardien, et lorsque Luis Enrique arrive, on sait qu'il aime les gardiens qui sont de bons pieds. Et on sait que c'est pas le cas de Donnarumma. Donc, à ce moment-là, en 2023, rappelez-vous, il y avait des rumeurs. Diogo Costa, par exemple, gardien de Porto à l'époque. On recrute Tenas. Alors, il fait venir Tenas. On nous vend une concurrence, mais ça dure pas très longtemps. Parce qu'ils ont dû se rendre compte très vite que Tenas, bon, était pas bon, quoi. C'était un joueur de champ plutôt qu'un gardien. Il y a eu le match contre le Havre, où il y a le rouge de Donnarumma et les exploits un peu de Tenas, mais après les autres matchs, bon, voilà, on s'est rendu compte qu'il était mieux en boîte de nuit parisienne que sur le terrain. Mais ça reste quand même un très bon gars pour l'équilibre du vestiaire, Tenas. J'ai l'impression, hein, c'est un peu un ambianceur, tu vois, qui s'entend avec tout le monde. Et l'année dernière, quand on recrute Safonov, je rappelle qu'on nous vendait dans les médias une concurrence. Et Luis Enrique ne l'a jamais démenti en conférence de presse. Les deux, au début de la saison, étaient sur le même pied d'égalité. On veut mettre en concurrence Didio. Bon, là, on se rend compte que Safonov, tu le titularises une fois en Ligue des Champions, il te coûte le but à l'Allianz Arena contre le Bayern. Bon, en fait, on se rend compte que c'est un bon gardien. C'est vrai, Safonov, c'est un bon gardien. Meilleur que Tenas, assurément. Moi, je l'aime bien. Il fait une bonne séance de pénaux contre Lens, par exemple, en Coupe de France. Mais pas assez pour aller titiller Didio. Donc, depuis le début, on sait qu'entre Didio et Luis Enrique, il y a une inéquation tactique au niveau de l'apport qu'il a avec ballon. Et donc là, on recruterait enfin un gardien déjà choisi par Luis Enrique et qui, visiblement selon le club, je nuancerai un peu tout ça, colle en fait avec ce que veut faire Lucho. Alors bien sûr, il y a autre chose. Aussi, une histoire de message envoyé au reste du groupe. Tu viens de gagner la Ligue des Champions, tu as un cadre qui veut pas prolonger aux conditions du club, le club dit, bah écoute, tu dégages, on va trouver un très bon joueur, plus jeune que toi, et il va arriver. Français, Lucas Chevalier, j'ai aucun doute sur son acclimatation dans le vestiaire, et donc pour tous les autres joueurs, tu te dis que si t'es pas dans le moule tactique, bah en fait, tu pars. Et que ta place n'est jamais acquise. Donc ça, c'est vraiment un très bon message, qu'on peut que valider, bien sûr. Alors de l'autre côté, les histoires de nous dire oui, maintenant le club ne surpaye plus, voilà, si tu ne te plies pas aux exigences, à la nouvelle philosophie de Luis Campos, bon, ça je pense que c'est un peu pipeau, j'y crois pas trop. Je trouve qu'il y a une petite hypocrisie là-dessus. Je pense vraiment que cette histoire est l'aboutissement, voilà, de la philosophie de Luis Enrique. Alors ce qui est regrettable, c'est que on a fait un peu le listing jusque-là de Luis Enrique qui veut pas trop de Donnarumma, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues de la concurrence, machin. Mais de l'autre côté, il a fait progresser Didio. Avec son staff. Borja Alvarez.
ce jeune trentenaire là qui débarquait d'Andorre, qui était à Hong Kong avant, l'entraîneur des gardiens, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il venait, mais la réalité c'est que Gigio Opié a vraiment progressé sur les 2 dernières saisons avec Luis Enrique. Et donc c'est vrai que là-dessus c'est un peu regrettable parce que tu as réussi quand même à l'adapter à ton système de jeu, à le fondre dans le moule. Mais de l'autre côté, c'est peut-être pas encore suffisant. Et peut-être que du côté de Luis Enrique, on voit Donnarumma tous les jours à l'entraînement et on se dit, il y a un plafond de verre. Et il y a certains matchs, le dernier contre Chelsea, la finale, on est pressé et Donnarumma sert pas à grand-chose. Et surtout, il dénote par rapport au gardien de Chelsea qui distribue ballon téléguidé sur ballon téléguidé. Voilà. Robert Sanchez sur la finale est vraiment très très bon, il a un vrai rôle. Et nous, c'est vrai que quand on est pressé contre le Bayern, pareil. Gigio n'est pas d'une grande importance dans l'utilisation du ballon, sur la relance. Bon, on a une relance à 4 avec les 4 défenseurs, pas à 5 avec ton gardien en fait. Parce que ton gardien, bon, à chaque fois, il va faire une passe à son central, il va un petit peu se débarrasser du ballon. Donc, c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a encore une marge de progression où peut-être Luis Enrique se dit on est dans un cul-de-sac. Et ça, on l'a sous-estimé. Parce que de l'autre côté, il y a eu les énormes performances. Le fait que Donnarumma ait été énorme sur ses défauts. Hein, les sorties aériennes. Et puis même face aux équipes anglaises qui, sur le papier, collent pas vraiment aux joueurs qu'il est, quoi. C'est vrai qu'ils ont les qualités de ses défauts. Et au final, il n'a pas été pris, Donnarumma, sur plusieurs matchs. Donc c'est vrai que la finale de Coupe du Monde des clubs nous rappelle que sur les relances, peut-être que Luis Enrique veut encore travailler là-dessus, avoir un gardien qui joue plus haut, par exemple, pour avoir un bloc plus compact et plus haut sur le terrain. Un gardien, bien sûr, meilleur au pied, ça c'est sûr et certain. Parce que ça reste quand même clairement un point faible que Donnarumma lorsque l'on est pressé. Peut-être que là-dessus, Luis Enrique veut s'améliorer. Alors après, si on fait un Lucas Chevalier vs Donnarumma, c'est une question de philosophie en fait. C'est une question de philosophie parce que à l'instant T, évidemment, Donnarumma est meilleur. Sur sa ligne, il sort des frappes que Lucas Chevalier ne sort pas. Enfin, celle d'Odegaard au retour contre Arsenal, avec Chevalier, c'est but, quoi. Mais de l'autre côté, Donnarumma est irrégulier. Il faut aussi avoir en tête qu'il est très bon en pleine négociation de prolongation. Et après une fin d'année 2024 quand même très compliquée, où il te coûte pas mal de buts. Hein. Son match contre Arsenal en phase de poule, c'est un peu cataclysmique. Contre l'Atlético, le but de Correa, il est un peu impliqué, tu sais, ces histoires d'avoir la main un peu molle, il touche le ballon, machin, mais il n'arrive pas trop à se coucher. Ça fait penser au but de Kingsley Coman, par exemple, en 2023, toujours au Parc. Et il se retrouve sur le banc. Au profit de Safonov, bon, qui n'est pas assez bon pour lui piquer sa place, mais c'est vrai que, voilà, il y a 6 mois, enfin 7, 8 mois, Donnarumma était sur le banc. Et depuis, c'est vrai qu'il y a cette phase retour à élimination directe avec des gros arrêts. Alors, c'est un peu bizarre parce que si on analyse la campagne de Donnarumma, il y a des matchs où il est clutch, les 2 contre Arsenal, le retour contre Liverpool, le retour contre Aston Villa. Mais en fait, il y a d'autres matchs où il sert à rien. Il y a d'autres matchs où il a vraiment rien à faire, quoi. La finale, tu peux pas trop le juger, pas grand chose à foutre. Liverpool à l'aller, limite tu peux l'incriminer sur le but qu'on prend, mais sinon il y a aucune occasion, quoi. Il y a rien. Pareil pour Aston Villa au Parc. Après, j'ajoute aussi certains matchs en phase de poule, notamment Stuttgart, où il fait un énorme arrêt, je crois, avant le 3-0 ou avant le 2-0, où si Stuttgart réduit l'écart, peut-être que ça peut s'emballer et aller dans l'autre sens. Hein. Il y a d'autres arrêts aussi contre City, notamment il préserve le 0-0 avant la mi-temps. Alors après, il prend 2 buts où il peut pas grand-chose, mais il préserve vraiment le 0-0 avant la mi-temps. Et là-dessus, c'est vrai qu'il avait été très très bon. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est la campagne est vraiment extraordinaire. Je veux pas remettre en cause sa campagne, mais c'est à la fois des performances énormes, mais il y en a très peu. Enfin, c'est 5 matchs. Et les autres, bon, il y a rien à faire. Tu peux pas trop le juger, en fait. C'est ce que je veux dire. Et en Ligue 1, par contre, cette saison, il a été quand même assez irrégulier. Hein. Ça, faut le signaler quand même. Et toujours garder en tête, ça, les Milanais auront toujours raison quand ils disent que à l'approche d'une prolongation, il met sous le chauffe. Et il va chercher le gros contrat, le 0 en plus sur le chèque, par ses performances sur le terrain. C'est tout à fait honorable. Mais une fois que tu l'as prolongé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vrai qu'il est un peu irrégulier. Il a une énorme qualité,
qui est voilà sur la ligne, un gardien avec du punch, la main ferme, de la détente, l'occupation de sa cage parce qu'il est énorme, il est très large, les frappes à bout portant, les arrêts réflexes, les claquettes, voilà, repousser les frappes avec la main ferme. Non, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, Donnarumma, sur sa ligne. C'est vraiment sa grosse qualité. Mais sur le reste, bon, il est un peu moins bon, au pied, dans les airs, occupation de la surface, les sorties, par exemple. Donc, est-ce que tu préfères un gardien avec une énorme qualité, mais un peu d'irrégularité et sur les autres un peu moins bon, et un gardien, Lucas Chevalier, qui, je pense, n'a pas d'énorme qualité, comme Didio avec les arrêts sur la ligne. Je pense que sur sa ligne, Lucas Chevalier est inférieur à Donnarumma. Il est meilleur sur d'autres points, notamment au pied, mais c'est pas non plus un joueur de champ, quoi, Lucas Chevalier. C'est pas non plus un gardien qui t'envoie des ballons téléguidés, quoi. C'est pas Manuel Neuer qui est la référence de l'équilibre, vraiment, parce que c'est pareil. Après, c'est toute une question de philosophie. Est-ce que tu préfères un gardien qui fait ce qu'on demande d'un gardien, à savoir des arrêts, ou est-ce que tu vas plus loin et tu veux que ton gardien sache aussi utiliser ses pieds sur les relances? Ça, c'est question de philosophie. Je sais qu'il y en a plein qui adorent Donnarumma parce que, bah voilà, dans son rôle de gardien, il excelle. Mais il n'y a pas de dépassement de fonction. Donc, c'est un peu le revers de la médaille. Donc, est-ce que de l'autre côté, tu préfères un gardien peut-être plus complet, avec plus de qualité, mais il n'y en a pas une où il excelle vraiment, vraiment comme Didio? Bon, alors là-dessus, voilà, c'est très difficile de se prononcer. Moi, je pense que Chevalier colle plus à la philosophie de Luis Enrique. Il y a peut-être des perspectives qu'on ignore, hein, et du coup, il a 23 ans, il est plus jeune que Donnarumma. Peut-être que Luis Enrique se dit, je vais le faire progresser. Parce que c'est vrai qu'à l'instant T, comme j'ai dit, Lucas Chevalier est sûrement meilleur que Donnarumma au pied, mais je pense que le gap n'est pas si important qu'on ne le pense. Hein. Il n'est pas non plus ultra meilleur. C'est pas non plus un énorme gardien au pied. Sur les pénaltys, tu perds. Ça, c'est sûr, parce que Didio est globalement le meilleur, enfin, sur la planète foot, la séance contre Liverpool. Sur la ligne, bon, je pense quand même que Lucas Chevalier a d'énormes qualités. C'est vrai que lui aussi, hein, avec Lille, il y a une campagne de Ligue des Champions qui est assez incroyable. Sur les sorties, pareil. Sur les sorties, je suis aussi un peu sceptique. Hein. Je me dis, au moins, Donnarumma, il est grand. Il en impose. Et c'est vrai qu'il avait progressé là-dessus. Il boxait bien les ballons. Mais Lucas Chevalier, bon, les sorties, c'est pas non plus sa qualité numéro 1. Donc, on va voir. Il y a peut-être de grosses perspectives de progression que Luis Enrique voit et pas nous. Et j'ai confiance en lui là-dessus. Je peux pas juger quelqu'un qui nous a fait gagner la Ligue des Champions. C'est tout. Et peut-être que ce sera une étape de plus pour renforcer l'équipe, son imprévisibilité. Je rappelle que voilà, qu'après avoir remporté la Ligue des Champions, là, l'objectif, c'est de continuer à développer l'équipe et surtout son imprévisibilité. Si à la relance, tu te rajoutes un joueur, quelqu'un qui sera beaucoup plus impliqué qu'un Didio, eh bien, peut-être que l'équipe n'en sera que meilleure. Même si de l'autre côté, tu te dis sur certains matchs où on souffre vraiment, peut-être que Lucas Chevalier fera moins d'arrêts que Didio Donnarumma. Et après, sur les trucs de concentration et tout ça, alors Didio est pas très bon, mais Lucas Chevalier, le problème, c'est qu'à Lille, ses grosses performances, c'est quand il est canardé de frappe. C'est un peu comme Donnarumma, quoi. Il est canardé de frappe et donc il est énorme, mais je sais pas trop quand il est pas trop sollicité et qu'il a du coup un seul arrêt à faire dans le match. Je sais pas trop si ça, on peut se prononcer là-dessus, en fait. Sachant que c'est un scénario qu'il a pas trop vécu à Lille, en fait. Je sais pas trop si on peut le transposer sur le PSG. Voilà. À Lille, t'es sollicité. Au PSG, c'est un peu différent. C'est toujours le problème quand tu recrutes des gardiens et que t'es le PSG. Encore plus le PSG de Luis Enrique qui a le ballon 60-65% du temps. Voilà. Mais c'est vrai que sur la campagne de Ligue des Champions, ça c'est un peu faux parce qu'on a concédé quand même pas mal d'occasions, même si globalement c'était pas non plus des occasions d'énorme qualité qui valent beaucoup en matière d'expected goals par exemple. Bref. Donc voilà. Alors après sur la concurrence. La concurrence, non. La concurrence, c'est non. Même si je serais beaucoup plus rassuré qu'avec Keylor Navas. Dans le sens où Donnarumma, voilà, Donnarumma, il va pas poser de problème dans le vestiaire. Je pense que ça lui fait pas peur, la concurrence. Et il fera pas de soucis. Il est apprécié. Il y a qu'à regarder l'histoire des petits papiers qu'il a distribués à tout le groupe avant la finale de Ligue des Champions. On l'aurait pas soupçonné de Didio. C'est un peu le genre de mec qui, je pense, s'entend avec tout le monde, qui est plutôt drôle, qui est très chill, en fait. Et voilà, avec Chevalier, je pense que
il serait pas, enfin, ce serait pas Keylor Navas, quoi. Parce que c'est vrai que la concurrence avec Navas, quand il arrive, Keylor, on le sait très bien, hein, c'est un mec, voilà, qui était un peu vipère. En plus, il avait avec lui le camp des Sud-Américains. Et donc, ça a fait un peu d'histoire. Et c'est pour ça que la concurrence à l'époque avait pas trop marché. Mais là, je pense qu'en termes d'équilibre de vestiaire, tu prends pas trop de risques. Hein. Lucas Chevalier, c'est un Français. Les mecs vont bien l'intégrer, je pense. Il va se faire copain-copain avec les Doué, les Barcola, les machins. Donc là-dessus, je pense que tu prends... Enfin, ça va. Ça va. Donc, après, sur les performances, les machins, moi, j'ai jamais cru à la concurrence. Luis Enrique l'a déjà fait au Barça, avec Ter Stegen et Bravo, mais au final, Ter Stegen a gagné assez rapidement et Bravo a dégagé. Donc, bon, voilà. Je préférais quand même que si on signe Chevalier, Donnarumma parte. Pour un bon montant, si possible, et pas chez un concurrent européen. Se posera aussi la question de Safonov. Matvei Safonov, qui a dit récemment qu'il n'était pas content de sa condition au PSG. Alors, cherche-toi un club, mon coco, hein, parce que et je pense aussi que Safonov, du côté de Zabarny, ça coince aussi là-dessus. Hein. Je pense que les deux, Loïc Tanzi, quand cet hiver il disait qu'on pourrait pas avoir un Ukrainien et un Russe dans le groupe, ça paraît, enfin, j'y crois un peu, hein, j'y crois un peu, et je pense que pour Safonov, ce sera départ. Et limite on garde Tenas, parce que lui il fait pas de problème. Alors c'est vrai qu'il est pas très bon quand il est sur le terrain. Ah bah non, si on fait partir et Safonov et Donnarumma, ça voudrait dire quand même un numéro 2, hein, parce que Tenas, numéro 2, on va pas être trop ambitieux non plus avec lui. Donc c'est vrai que ça engagerait un autre recrutement encore. Ouais, non là c'est... Renato Marin, c'est vrai qu'on a recruté Renato Marin, lui bon, on sait pas trop ce qu'il vaut. Peut-être que ce serait lui le numéro 2, je sais pas, pas trop confiance. Gardien très très grand. De la Roma. Bon, on verra comment ça se goupille, mais je pense que si on prend Zabarny, Safonov sera invité à partir et que si on ne le fait pas par nous-mêmes, lui va se dire, écoute, vous faites que recruter et moi j'ai aucune perspective, trouvez-moi un club ailleurs, quoi, je me pète. Donc voilà. Et honnêtement, je lui souhaite. Parce que Safonov, c'est un des joueurs que je déteste pas. C'est un des joueurs que je déteste pas, qui je pense pourrait être titulaire dans un club d'un autre standing que le nôtre. Et voilà, qui pourrait s'éclater. Mais donc, sur ce dossier Gigio Donnarumma, Lucas Chevalier, je pense que c'est plus tactique. C'est plus le jusqu'au-boutisme de Luis Enrique qui est en train de s'exprimer qu'une histoire de machin, on veut une nouvelle philosophie sur les salaires. On vient de gagner la Ligue des Champions, les Qataris, on les connaît. L'émir, il aurait signé un chèque en blanc pour Donnarumma, c'est sûr et certain. Là, voilà, on a Luis Enrique qui est vraiment la figure de proue du projet, la star de l'équipe, c'est lui qui décide. Et c'est le premier choix fort. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est la remise en cause permanente. J'adore. Moi, ce genre de décision, j'aime. Et puis parce que ça nous donne un petit peu de piment, tu vois. On va avoir un nouveau joueur titulaire, on va pouvoir le juger, machin, le découvrir. C'est cool, tu vois, plutôt que de rester sur le même 11 et pas changer grand-chose. Moi, je valide le move. Même si c'est vrai que j'ai quand même un gros pincement au cœur, parce qu'aujourd'hui, je vois quand même Donnarumma supérieur à Lucas Chevalier. Que j'apprécie quand même. Et je suis content qu'on remplace Donnarumma par Chevalier. Par exemple, si on l'avait remplacé par un Diogo Costa, par exemple, tu sais, Luis Campos qui débarque, qui dit « Ah bah tiens, je vais aller au Portugal, je vais vous trouver ça ». Là, j'aurais un peu soufflé, tu vois. Mais là, Lucas Chevalier, surtout pour 40, hein, surtout pour 40 millions. C'est quand même... j'aurais pas pensé. J'aurais vraiment pas pensé. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors de l'autre côté, on négocie encore avec Zabarny. Pour moi, ça va se faire. Parce que ils veulent 70, nous on propose 60. Franchement, pour 10 millions, on va pas se tourner le dos. Ça va se faire. Et c'est pour ça que limite, je pense qu'il y a d'autres problèmes. Ce qui est plutôt bien, c'est que Zabarny s'entraîne avec Bournemouth. Du coup, là, il suit une préparation. Et donc, si on le signe, il sera prêt à jouer direct. Peut-être pour la Supercoupe contre Tottenham le 13 août. On rappelle que la reprise, c'est le 6 août prochain. Donc à une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, de cette Super Coupe d'Europe qui se jouera en Italie, je crois, contre Tottenham. Colomani avec la Juve, ça s'accélère un peu. Prêt avec option d'achat obligatoire pour 40-45 millions parce que lui a dit publiquement qu'il voulait y rester, mais de l'autre côté, la Juve s'activait pas trop. Il y a l'Angleterre qui s'est manifestée, donc ils ont été obligés de se bouger. Skriniar qui devrait aller en Turquie pour 10 millions, Fenerbahçe. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu l'as recruté gratos, tu le fais partir 10 millions. C'est carré, ça fait plaisir. Asensio, lui, il temporise un peu plus parce qu'il a la même touche que Skriniar. Je crois que c'est Fenerbahçe aussi. Mais
peut-être qu'il attend un peu, voir s'il y a une autre perspective un peu mieux, parce que il sort quand même d'une demi-saison en première ligue. Voilà, et peut-être qu'il veut pas non plus aller en Turquie tout de suite, Asensio, ce qui serait tout à son honneur, bien évidemment. Après, il y a tous les autres, hein, les Renato Sanchez, les Carlos Soler. Ça, par contre, il n'y a pas trop d'infos, mais bon, comme d'habitude, on le sait très bien. Ce genre de dossier, comme les clubs savent qu'on doit s'en débarrasser, ils vont pas venir maintenant. Ils vont faire jouer le timing, arriver le dernier jour du mercato pour nous mettre la pression et qu'on accepte des offres au rabais. C'est tout à fait logique et la loi du mercato. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve alors peut-être en fin de semaine, vendredi, samedi, si j'ai le temps de faire une vidéo, plus samedi. Peut-être samedi, il y aura une vidéo s'il y a de l'actu d'ici là. Parce que là, je repars en vacances. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je me prends 3-4 jours de vacances et après, je me laisse en fait 24 heures de battement pour me reposer et pour faire une vidéo s'il y a de l'actualité. Là, ça a été le cas, ça tombe bien. On a fait chevalier. Très bonne semaine, très bon courage à ceux qui travaillent en plein mois d'août, très bonnes vacances à ceux qui sont en repos. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez à fond les amis. Allez, ciao, allez Paris avant tout, on a hâte de les retrouver. Et d'ici là, bien sûr qu'on va décortiquer tout le mercato. Ciao les amis, prenez soin de vous.